Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, Gilles, vous êtes resté parce qu'on a Françoise Laborde avec nous en direct. Bonjour Françoise. Décidément, ce matin, c'est revival hein, entre Christine Bravo et vous. On est dans la télé, qu'on aime. Non, pas réalité, des années 90. Journaliste, ancienne membre du CSA. On vous a demandé d'intervenir ce matin pour parler de la grève contre le projet de loi de fusion dans le service public qui est porté par Rachida Dati, en particulier par ce projet de loi. Service public qui est toujours en grève, hein, Valérie, actuellement sur les radios de France Inter, de France Info. C'est de la musique. France 2 est également impacté le matin dans Télématin et les journaux sont impactés. C'est des petits studios et des reportages ne sont pas faits par une partie de la rédaction. Avec nous sur le plateau, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise, bonjour. Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique, et bonjour. Nous attendons Alex Darmon qui est là, journaliste politique, et on vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Françoise Laborde, que faut-il comprendre de ce projet de fusion? Pourquoi une fusion? Ça fait partie des idées qu'on depuis très longtemps et tous les Aïe. On réfléchit. Service public, aujourd'hui. On va vous rappeler, Françoise, parce qu'on a un petit problème de connexion où tout est haché. Il faut savoir, Valérie, que c'est un projet donc de Rachida Dati, porté par Rachida Dati, que ce projet devait être discuté hier, jeudi et vendredi à l'Assemblée nationale, et apparemment il y a un encombrement des projets de loi, donc ça a été repoussé au 18 juin pour la discussion de ce projet. Quel est l'intérêt? C'est la question que je posais, parce que l'idée c'est d'avoir une holding, d'avoir une patronne ou un patron. Il y a deux choses, c'est que je pense que derrière ce projet, il y a une histoire d'abaisser les coûts, parce que forcément, il y a des postes qui sont répétitifs à la fois à Radio France. Il a bien été dit qu'il n'y aurait pas de licenciement et qu'il n'y aurait pas d'économie sur les postes. Je pense que c'est la devanture. Les journalistes ont signé, beaucoup de journalistes ont signé une pétition, dont Nicolas Demorand, Léa Salamé, en craignant pour l'indépendance. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé Françoise Laborde, elle devrait arriver. Aujourd'hui, Valérie, en fait, c'est que on ne parle plus en termes de chaîne, on parle en termes de support. C'est-à-dire qu'on soit en radio ou en télévision ou sur le web, c'est le principal. Donc les supports sont en train de disparaître. C'est pour ça que le matin, vous avez les émissions de radio qui sont diffusées sur France 3 dans toutes les régions, et ils veulent de plus en plus faire ça. Mais vous qui êtes aussi à la télévision, je sais pas, Pascal, quel regard vous avez sur le service public, et vous qui travaillez pour 3 francs 6 sous à C8. Ça serait un vaste sujet de parler de mon opinion sur le service public, mais en revanche sur cette question précise de la fusion, j'ai tendance à considérer, évidemment de l'extérieur, mais que c'est plutôt une bonne mesure, et qu'il y a évidemment beaucoup de redondance dans les postes, et comme vous le dites, de plus en plus il y a de toute façon cette fusion entre les radios, les télés, sur les programmes, on le voit de plus en plus, la radio est de plus en plus diffusée sur les écrans. Voilà, maintenant qu'il n'y ait pas une casse sociale trop importante, ça me semble aussi un point à surveiller. Pardonnez-moi, moi qui suis une béotienne devant les professionnels que vous êtes tous. Quelle fusion? Moi, on m'explique fusion entre Radio France, entre Radio France et France Télévisions. Radio France et France Télévisions. C'est énorme. Françoise, on a retrouvé Françoise Laborde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet de fusion? Moi, ce que je pense, c'est que oui, en effet, je suis assez d'accord avec Pascal Bataille. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin d'une économie d'échelle. On est dans un monde où l'audiovisuel est évidemment extrêmement important. On voit à quel point nous sommes abreuvés par les concurrents américains, que ça soit Netflix, Amazon, etc. On voit à quel point en Grande-Bretagne, la BBC a une force d'influence dans le pays absolument considérable. Je rappelle que la BBC, outre la radio, la télévision, fait chaque année des programmes de concerts, que toute la Grande-Bretagne chante l'hymne national. C'est un rendez-vous citoyen populaire. Je cite cet exemple parce que c'est ça. Donc l'idée d'avoir un service public
qui soit un grand rendez-vous familial et populaire, ça me semble être en effet quelque chose de très important. Oui, mais je vois un auditeur qui me dit, Stéphane, il me dit, mais est-ce que vous avez vu le contenu des après-midi de France 2 ? Des tunnels d'émissions à la chaîne, 2 épisodes d'affaires conclues en rediffusion, 3 épisodes de suite. C'est vrai qu'on peut aussi s'interroger, enfin, on a le droit de dire qu'on n'a peut-être pas, on n'en a pas pour son argent, si je le dis comme ça. Absolument. C'est-à-dire qu'on paye très cher, des émissions, qu'on ne payerait peut-être pas ce prix-là sur TF1. Moi, je pose la question de la privatisation, très clairement. Alors, je pense que si on fait justement cette idée d'une grande holding France Média, c'est pour éviter la privatisation. C'est un mastodonte qui va peser 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, c'est considérable. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, même dans le service public de l'audiovisuel, France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, si vous regardez ne serait-ce que les infos, vous avez l'impression d'avoir chaque fois le même journal. Entre absolument, France 2 et France 3, il n'y a pas une grande différence. Mais absolument. Donc la question... Voilà. Oui. Donc la question aujourd'hui, c'est de redonner un petit coup d'énergie à tout ça et de dire à un moment donné, regardons comment on peut mettre en commun des moyens pour pas avoir l'impression de faire le même journal décliné sur les chaînes. France Média Monde, vous êtes en train de dire qu'il faut fusionner les rédactions radio et télévision ? Les rédactions... à un moment donné... Vous savez mais que je sais pas s'il faut ça ferait un tollé à Radio France. Mais la question se pose. Ouais. Mais c'est déjà le cas entre France 2 et France 3. C'est déjà le cas. Vous n'allez pas envoyer, quand vous avez un déplacement du président de la République, une équipe de France 2, une équipe de France 3 pour couvrir exactement la même chose. Qu'il y ait 2 ou 3 équipes, c'est parfait. Mais ils doivent faire du travail différent. C'est en partie le cas sur France Info aussi. C'est d'avoir quelqu'un qui est capable de coordonner les travaux des uns des autres. Bon courage. Bon courage. Je confirme. Bon courage. Virginie. Coordonner ou redonner un petit coup d'énergie, comme vous dites. En fait, ça veut dire fusionner des entités qui, pour l'instant, travaillent en silo toutes les unes les autres et qui, effectivement, peut-être parfois donnent le même programme à l'auditeur. Mais ça veut aussi dire dégraisser énormément ici ou là. Ça veut aussi dire, finalement, réduire les coûts. Est-ce que vous comprenez que du coup les grèves soient fortes? Parce que la perspective, elle est forcément celle-ci. Vous n'allez pas fusionner, garder le même nombre de salariés, garder les mêmes dépenses. C'est tout sauf le but, j'ai bien compris. Mais j'aimerais bien aussi qu'à un moment donné, on ait une transparence sur les chiffres. Oui, bien sûr. Absolument. Attendez, juste dans les rédactions, combien il y a de pigistes, combien il y a de journalistes permanents, que font les pigistes, que font les stagiaires des écoles de journalistes et que font les permanents. Et pour ce qui n'est pas de la rédaction, combien il y a de salariés qui relèvent du service des travailleurs intermittents du spectacle. Et combien de CDD? Je trouve un peu dur tout. Ah bon, mais oui, des intermittents du spectacle, c'est pratiquement tous les gens en plateau. Quand vous connaissez mon amie Françoise connaît sûrement cette blague. Quand j'étais producteur de télévision et que je travaillais avec France Télévisions, il y avait une blague qui circulait beaucoup à l'intérieur et à l'extérieur. Sais-tu combien de personnes travaillent à France Télévisions? Et la réponse était la moitié. Non, c'est très joli. Mais vous avez quand même l'air de dire qu'il y a beaucoup d'emplois fictifs et de gens qui ne travaillent pas. Je peux entendre ce constat, je le trouve sévère. C'est pas des emplois fictifs. Ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que sur quelle masse salariale on s'appuie. Il y a à un moment donné une facilité. Je vais vous dire, moi, quand j'étais à l'audiovisuel, il y avait un truc qui était formidable. C'était par exemple les régies mobiles. Alors, on avait des régies mobiles qui travaillaient plus ou moins, et pour les faire travailler, on prenait, quand on avait une émission à faire en direct à Marseille, on faisait venir le camion régie de Lille. Comme ça, les types de la régie passaient 4 jours à Marseille, ils étaient contents. Et les types de Marseille, ils allaient à Lille, ils passaient 4 jours à Lille, et ça leur faisait un peu plus d'argent à la fin du mois. Donc, c'est ça la gestion absurde du service. Mais ce n'est peut-être pas que ça. Oui, je voudrais quand même dire, là vous évoquez tous de vrais sujets, puisque ce sont des sujets d'entreprise. Quand on fusionne deux boîtes, vous vous rendez pas compte du boulot qu'il y a, des gens, effectivement, le dédoublonnage, la difficulté, la préparation, la volonté, etc. C'est impossible de faire ça dans le service public. Impossible. Donc moi, je suis passionnée qu'on discute de choses impossibles. La deuxième chose,
non mais c'est la ça deuxième existe, chose. On peut pas décréter à nous-mêmes d'essayer que c'est impossible. On est le seul pays en Europe. Si, non mais l'état actuel des mentalités et tout, c'est impossible. Ou alors on va augmenter tout le monde aussi. Non, mais on est un des rares pays à pas avoir je finis parce qu'il y a autre chose qui m'embête beaucoup plus. C'est que effectivement, il y a une possibilité. Ça pourrait être très intéressant de fusionner. Je suis bien d'accord. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la dérive idéologique. Oui, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais oui, non, mais attendez, excusez-moi, notre service public. Non, c'est pas un autre sujet. Ça rentre aussi dans ce sujet. Mais bien sûr que ça rentre dans le sujet. Marquer une pause. Et puis ils ont dit qu'ils voulaient un service public plus fort. Moi, je veux un service public moins fort et meilleur. Vous savez, Éric Revel qui nous écoute nous dit: j'avais lancé le rapprochement entre les matinales France Bleu, France 3 quand il dirigeait le réseau de Radio France. Les syndicats étaient vent debout. Ah oui. Et ce que raconte Françoise Laborde, on l'a vécu avec Gilles quand j'animais sur France 3 Parole d'experts. On travaillait avec des cars régies qui venaient pour certains de Strasbourg avec alors qu'on avait déjà et des auditeurs me disent il n'y a pas d'emploi fictif. Je suis désolée, on avait un chargé de production qui était en tiers de temps, c'est-à-dire qu'on avait 3 personnes sur un poste, 3 personnes sur un poste. Donc il y a quand même du ménage à faire. On a le quart de Toulouse qui est venu. Absolument. Et comme on avait déjà un quart, ils avaient quartier libre. Allez, on se retrouve dans un instant. Mais qui décide? Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons à débattre avec vous, avec Sophie de Menton, Pascal Bataille, Alex Darmon et Virginie Leguet. Gilles Gansman est resté avec nous parce que nous sommes avec également Françoise Laborde pour parler de cette grève dans le service public de l'audiovisuel qui est vent debout contre cette réforme. Françoise Laborde, vous pensez que cette grève peut durer et se durcir? Le projet l'examen a été reporté. Il devait avoir lieu à l'Assemblée hier et il a été reporté fin du mois de juin. C'est sûr que quand on est dans le service public de l'audiovisuel, comme le service public de l'audiovisuel est bonne fille et qui fait chaud, et qui lui fait chaud, personne n'a envie que ça change. J'allais dire, vous demandez à n'importe qui, est-ce que vous voulez quitter le confort de vos pantoufles pour aller faire un sprint? Tout le monde va vous dire, bah non, je préfère rester dans mon fauteuil. Ouais. Donc, pardon pour mais je sais pas combien de temps ça peut durer, mais en même temps, à un moment donné, peut-être qu'il n'est pas complètement absurde en effet, si la fin d'arrêter, mais c'est aussi la responsabilité des responsables de l'audiovisuel public. Quand Delphine Ernotte s'est mis en tête de faire une chaîne de télévision d'information comme France Info, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais moi qui connaissais un peu le truc, qui disait mais c'est absurde. Il y a déjà LCI, il y a déjà BFM, il y a déjà CNews. Ça sert à rien. Ça coûte de l'argent, ça ne sert à rien, ça n'apportera rien au public français. C'est la diversité d'information, elle existe. On n'est pas en train de manquer de sources, mais c'était chic d'avoir une chaîne d'information. De la même façon que tous les pouvoirs publics pensent toujours que s'ils contrôlent le service public, ils vont être élus. Mais c'est de la folie. Ça n'existe pas. Donc il faut aussi nommer en responsabilité des professionnels, des gens. Alors, je sais bien que Pierre Desgroupes est mort depuis longtemps, mais des gens qui connaissent le métier, qui connaissent la télévision. Mais vous avez aujourd'hui aussi un système qui est complètement sclérosé. Ça date d'il y a très très longtemps. Une anecdote personnelle, quand je suis arrivée à France 3 pour Parole d'expert, j'ai dit c'est génial, on va pouvoir travailler avec les régions, leur demander des reportages. Et là, on m'a regardé comme si je disais un truc absolument absurde, en me disant mais non, c'est pas possible, ils ne voudront pas. D'ailleurs, juste une petite précision, ce matin, on a essayé d'inviter un syndicaliste et on nous a répondu bah non, on vient pas dans une radio où il n'y a pas de syndicat. Bah non, on est une petite radio, on n'a pas de syndicat, mais il y a quand même un poids des syndicats extrêmement fort. Alex Darmon, vous nous trouvez? Oui. Alors Alex, je trouve pas dur parce que moi je suis pour la privatisation et ce que je disais c'est qu'on est peut-être. C'est autre chose, hein. Non, mais pour la fusion, pardon. La fusion. Je suis pour la fusion. Je suis déjà dans l'épreuve d'après. Non, je suis pour la fusion et on est l'un des seuls pays d'Europe, d'ailleurs, à être concerné par cette non-fusion. Je crois qu'il y a que la Suède avec nous en Europe qui a cette même organisation. Est-ce que la grève va durer? Moi, je pense que oui, premièrement. Est-ce que la fusion aura lieu? Je pense que oui aussi, puisque Rachida Dati, Rachida Dati, pour moi, n'a rien à perdre. Non. Au contraire, je pense que le grand public va soutenir cette fusion et
moi, j'estime que décaler le projet de loi au 18 juin, c'est pas le décaler en septembre ou en octobre, hein. C'est au 18 juin parce que vous avez une urgence. C'est-à-dire que quel est le contenu de la fusion? C'est ça, le grand public, ça veut rien. Il va se dire c'est quoi la fusion? Vous verrez qu'il y a des têtes qui vont sauter, mais même aux grosses postes. L'argument est de dire on va renforcer le service public. C'est le seul argument que j'ai entendu. Mais qui n'est pas un bon argument pour le. Excusez-moi, renforcer le service public, on a besoin de le diminuer partout. Mais ça va le diminuer. Ça va diminuer. En fait, ça cache ça. Alors Françoise, ils ne vont jamais mettre ce projet exécution. Ils sont déjà en train de reculer. Pas tous en même temps. Françoise. Pardon de vous dire ça. Une des grandes missions du service public, ça devrait être notamment de créer de la fiction. Parce que la fiction, c'est ce qui fait rêver les gens et c'est ce qui crée une unité. Alors, j'allais dire unité nationale, le mot est un peu pompeux, mais j'allais dire le sentiment d'appartenance à un pays. Tant que nos gamins regarderont à la télévision des séries américaines avec des flics américains, avec des courses-poursuites à l'américaine, ça ne peut pas passer. On est le seul pays en Europe à regarder davantage les séries américaines que les séries françaises. Non. Nous, on en parle beaucoup. Il y a une fiction tous les Excusez-moi, j'ai travaillé suffisamment longtemps et je regardais ces statistiques tous les ans et je suis allée aux États-Unis. Les États-Unis considèrent que le second marché de leur fiction, c'est la France. Bien sûr, mais en France, il y a quand même énormément de fiction. Tous les samedis soirs, c'est la fiction de France 3. Si, tous les samedis soirs, c'est la fiction de France 3 en audience. Elle parle des jeunes. Gilles, elle parle des jeunes. On a fait des fictions France 3 pour faire plaisir à trois intellectuels. On a repris des séries qui, en adaptant des romans du 19e siècle. Et Versailles, il y a un succès mondial. Non, mais c'est possible, mais ils peuvent faire ça. Oui. On en fait en France, c'est privé en fait. Oui, mais on parle de France Télévisions. Oui, il y a une série qui a eu du succès, c'était 10%. Mais voilà, on les compte sur le doigt de la main. J'allais dire, on n'a rien. C'est pas France Télévisions qui a créé Downton Abbey. On n'a aucune série sur l'histoire de France. Aucune. Le privé, depuis. Une toute petite dernière question. C'est ça qui est triste. Françoise, une toute petite dernière question, si vous le permettez. J'entends bien que ce service public est devenu une forme de mammouth très inerte et qui s'est multiplié à l'infini pour peut-être un résultat qui n'est pas à la hauteur du nombre de personnes qui sont officiellement censées y travailler. J'entends bien ça. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que depuis 30 ans, on agite cette menace, parce que c'est quand même une menace pour les salariés, sans rien faire, et qu'aujourd'hui, effectivement, la situation devient intenable et qu'elle ne va pas être réglée? Il n'y aura pas de projet mis à exécution, ou alors on va se lancer dans un bras de fer, à mon avis, dont l'exécutif n'a pas les moyens. Mais je partage ce point de vue, je prends le pari. Mais je pense qu'il faut un peu de courage politique, il faut avoir des dirigeants qui ont un peu de colonne vertébrale, et qu'en effet, il y a des textes qui sont signés, ça s'appelle le contrat d'objectifs et de moyens, entre le service public, l'ARCOM et le gouvernement, et qu'il faut imposer des normes plus strictes là-dedans, et avoir un patron qui applique les choses. Et avec une majorité relative, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment comme bras de fer? Vous savez très bien que au-delà, non mais l'opposition, l'opposition peut soutenir la majorité relative aujourd'hui. Oui, le Rassemblement national ou même la France insoumise vont vous dire que de toute façon ils sont jamais écoutés dans les médias publics. Donc aujourd'hui, vraiment, si le projet de loi est porté au Parlement, il peut vraiment passer le 18 juin prochain. Je demande à voir, franchement, je demande à voir. Juste pour terminer, les journalistes qui ont signé cette tribune, je crois que c'est dans Le Monde, disent craindre pour leur indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire, Françoise Laborde? Ça veut dire qu'ils sont dans une rédaction où il faut signer la pétition, et que si on ne signe pas la pétition, vos copains vous enferment dans les toilettes. Non, mais ça n'a pas de sens, bien sûr. Enfin, je veux dire, en quoi une fusion menace l'indépendance du service public? Quand on voit la ligne éditoriale de France Inter, franchement, l'indépendance du service public, elle n'est pas menacée. Ce qui est menacé, c'est plutôt la formation des journalistes. Mais enfin il faudrait regarder ce qui se passe à Sciences Po, et c'est ça qui est plus préoccupant que l'indépendance du service public. C'est sûr. On va en reparler. On va en reparler. Je vous conseille de lire le Figaro Magazine de ce week-end. C'est une enquête de Judith Weintraub. On va en reparler dans un instant. Une droite marginalisée, une gauche surexposée. Révélation par le manque de pluralisme dans l'audiovisuel public. C'est le rapport de l'Institut libéral Thomas More qui détaille chiffre
chiffres à l'appui, les invités. Ils ont écouté pendant une semaine les différents invités et force est de constater qu'il y a une surreprésentation de la gauche sur ces antennes. Merci Françoise Laborde. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, il nous faudrait au moins 2 heures d'émission aujourd'hui pour arriver à traiter tous les sujets dont on veut parler. Le débat à Tal-Bardella, le voyage d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie avec ce 7e mort, on l'a appris il y a quelques minutes, et puis cet otage français en Israël qui est détenu par le Hamas. On a retrouvé 3 corps d'otages ce matin, et dont cet otage français qui était détenu, qui avait été capturé et emmené par le Hamas le 7 octobre dernier. Orion Hernandez Radou. On va essayer de parler de tous ces sujets. Rapide tour de table. Alex, coup de cœur. Oui, un coup de cœur pour Vivatech qui se tient maintenant depuis 2016. Vivatech, c'est le salon qui réunit les startups, les entrepreneurs et les innovations technologiques. Depuis 4 ans, près de 120 000 personnes qui visitent ce salon depuis 4 ans. Et cet après-midi, vous allez avoir les sœurs Williams qui vont intervenir au Dôme de Paris dans le cadre du salon Vivatech, parce qu'elles veulent participer à faire rayonner la France et à faire rayonner les innovations technologiques françaises, notamment parce qu'elles ont investi dans une entreprise qui s'appelle Shares, auprès d'un chef d'entreprise qui a été les chercher aux États-Unis, qui leur a présenté le projet, Benjamin Chemla. Et donc elles vont venir s'exprimer cet après-midi devant 5000 personnes pour vanter les mérites de la France et le fait que on peut être français et être ambitieux et vouloir une réussite mondiale. Donc je trouve ça formidable et voilà, je voulais le signaler et dire que c'est important d'aller voir qu'aussi en France on peut être en avance, et on veut surtout pour certains être en avance. Pascal Bataille, c'est un coup de gueule. Oui, enfin, c'est une inquiétude surtout parce que j'ai lu dans le rapport de la Fondation Jean Jaurès que 52% seulement des Français avaient l'intention d'aller voter pour les européennes, alors que la moyenne européenne est à 60%. Donc ça veut dire qu'on est les très très mauvais élèves de l'Europe là-dessus. Et donc c'est évidemment à tout point de vue inquiétant. Mais je voulais quand même pointer la responsabilité là-dessus des médias et des politiques à la fois. Les médias qui ne consacrent absolument pas assez de sujets, de thématiques en général au fonctionnement des institutions européennes, aux sujets qui sont traités par l'Europe et à quoi ça sert l'Europe. Et quand on en parle, c'est juste pour dire que ça sert à rien ou que ça dysfonctionne. Et je crois que seulement 3% des sujets des JT du soir sont consacrés à l'Europe. Et puis l'autre responsabilité, c'est évidemment celle des politiques, et on en reparlera peut-être à propos du débat d'hier soir, les politiques qui, alors même qu'on est en campagne pour les élections européennes, concentrent tous leurs affrontements et toutes leurs interventions sur des sujets franco-français. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, Virginie, puis après Sophie. Oui, je suis d'accord avec ça. Et je reviens sur la responsabilité de la classe politique qui, depuis 30 ans, dit, au détour d'une phrase ou quand on lui reprochait de ne pas prendre telle décision, « Ah, mais moi, je suis pour rien, c'est l'Europe. » Donc, finalement, l'Europe a été coupable aux yeux des Français de tous les maux dont s'exonérait très facilement la classe politique française. Second défaut de cette classe politique française, c'est qu'elle a eu l'habitude d'envoyer sur les listes des seconds couteaux qui avaient été recalés aux législatives le plus souvent, ou dans d'autres élections. Et on voit bien ce qui se passe d'ailleurs encore aujourd'hui avec Madame Hayet, qui est très sympathique, mais qui n'est peut-être pas à la hauteur de la situation pour mener sa liste, et qui d'ailleurs est remplacée, mais on y reviendra, par Gabriel Attal. Donc oui, la classe politique française est totalement responsable du discrédit dont souffre l'Europe auprès des électeurs. Et moi, je suis déjà, j'allais dire presque heureusement surprise que y a des gens qui veulent aller voter une fois de plus pour un débat dont on ne leur précise pas les contours, et pour des gens dont on sait qu'ils vont disparaître pendant 5 ans sur la scène européenne et qui ne reviendront pas sur la scène française. On va revenir sur le débat. Vous voulez réagir, Oui, Sophie, je voulais réagir, mais j'en profite de faire mon coup de gueule parce que c'est un peu l'objet de mon coup de gueule. Oui. Je partage ça. Et d'ailleurs, j'ai un coup de gueule parce que je trouve politiquement et médiatiquement
incompréhensible qu'on envoie le Premier ministre et qu'on choisisse d'envoyer le Premier ministre face au représentant Bardella de la liste RN en s'offrant, service public, excusez-moi, en s'offrant un nouveau débat RN président en gros. Je trouve ça invraisemblable. Invitant en plus pour commenter, il a été très bon d'ailleurs sur le coup, Bellamy qui a dit non, enfin, on m'a dit qu'on l'écoute parce que sa vidéo a été vue plus de 2 millions. Il a été formidable 2 millions, presque 2 millions et demi de fois. Je complète mon coup, mais on va l'écouter tout de suite. Je complète mon coup de gueule parce que ça veut dire aussi qu'il y a une inflexion du service public pour manipuler la politique, y compris l'Europe. Je trouve qu'il y a eu une inflexion. Et j'ai couplé ça avec ce que je voyais aussi de Achille qui a été viré Jean-François Achille de France Inter, journaliste de France Info. De France Info. Il y en a une double page aujourd'hui dans le Figaro Magazine, de façon incompréhensible. Donc, ce méli-mélo, on ne comprend plus rien à ce que fait le service public et quelle est sa position. Il ne devrait pas en avoir, il devrait être neutre. Et on ne comprend pas non plus ce que les médias veulent faire. Ils se servent de l'Europe pour essayer de faire du buzz et de créer des débats qui n'ont rien à voir avec le sujet. Alors, on va peut-être écouter François-Xavier Bellamy, puis je vous propose de réagir après. Qu'est-ce qui permet d'organiser la confrontation entre ces deux personnes? L'un est le Premier ministre, même pas la candidate. Ils s'en sont expliqués. Non, mais c'est même pas eux qui devraient s'en expliquer. Comment est-ce que vous les avez choisis? Comment est-ce que vous avez choisi d'organiser cette confrontation? Qu'est-ce qui vous permet de les avoir invités, eux? Est-ce que c'est les sondages? Les intentions de vote? C'est les intentions de vote qui permettent de faire ce choix? Mais alors, dans ce cas, vous voyez, je plaide pas pour moi, je dois dire que si on regardait les sondages, il aurait fallu inviter au moins Raphaël Glucksmann. Rien ne justifie que ce soir le service public mette en scène ce débat. Rien. Ni les sondages et surtout pas la réalité du débat européen. Ouais. C'est réaction d'Ercilia Soudet à ce débat, Burke. Ouais, bon. Bon, voilà, c'était juste anecdotique. Ouais. Vous vouliez réagir, Alexandre? Moi, je comprends ce que dit François-Xavier Bellamy hier. Il a même, sur le fond, sans doute raison. Après, rien ne justifie, si. Tout justifie. Enfin, je veux dire, tout le monde voulait voir ce débat depuis longtemps. Tout le monde voulait voir ce débat Bardella devant Gabriel Attal depuis longtemps. Tout le monde voulait, c'est pas. Attends, laissez-moi finir. Je vais écouter. Ça veut rien dire. Bah si, tout le monde voulait. Vous allez avoir un débat avec tous les candidats qui va être fait sur le service public. Avant, je crois que c'est le 4 juin. Ouais. Il y aura ce débat avec tous les candidats. Oui, déjà hier, on est dans un débat où on veut faire de la télé, on veut faire du médiatique. Ça fait 3 millions de téléspectateurs. Je veux bien qu'on dise que personne ne veut les voir, mais s'il y a 3 millions de téléspectateurs devant un débat entre Jordan Bardella. Pas le bon motif. Attendez, laissez-moi finir, après je vous écoute. Jordan Bardella et Gabriel Attal, c'est que ça veut dire que quand même ça intéresse. Et je suis désolé, on va parler du débat sur le fond et sur la forme après derrière. C'était un bon débat. Un bon débat. Voilà. Mais pardon, oui, c'était un débat peut-être que certains Français attendaient. Pour autant, est-ce que vous ne craignez pas qu'il soit totalement contre-productif? Parce que opposer... Je termine, pardonnez-moi, je termine. Opposer un Premier ministre dont on connaît la qualité de débatteur, mais qui n'est pas dans cette élection, a une tête de liste qui, pour l'instant, a 15 points d'avance. Je ne sais pas si vous remarquez ce que ça veut dire, 15 points d'avance. Est-ce que ce n'est pas d'abord offrir un jeu démocratique totalement biaisé aux électeurs? Première affirmation. Et est-ce que ce n'est pas finalement renforcer les téléspectateurs dans l'idée qu'on ne leur joue pas le truc franc jeu et que finalement, ils vont d'autant plus voter pour les candidats pour lesquels ils ont l'intention de voter? Et François-Xavier Bellamy, qui aujourd'hui prend la défense de Raphaël Glucksmann, c'est le monde à l'envers, mais il a parfaitement raison. Il y aurait pu avoir au moins les 3 premières listes, mais les têtes de liste, pardonnez-moi de le dire, on est dans une élection où on nous met en face à face des gens qui ne sont pas dans l'élection. Donc si c'est pas ça, abuser de la confiance des Français, je ne sais pas ce que c'est, moi. Vous savez très bien, vous savez très bien. Non, mais j'entends ce que vous dites, mais vous savez très bien, on l'a dit en début d'émission, parce qu'elle l'a dit, tout le monde s'en fout de ces élections européennes. Autant essayer de les intéresser plutôt que de continuer à jouer. Justement. Vous allez voir que l'écart va grandir entre les listes. L'écart va grandir. Vous auriez eu hier un débat que vous allez avoir dans quelques jours, dans quelques semaines. Il aurait même pas fait la moitié du nombre de téléspectateurs. Vous pouvez pas reprocher au service public hier. Vous pouvez pas reprocher au service public hier d'organiser, d'intéresser les gens à la politique d'une certaine manière. Mais je leur reproche rien. Mais qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'ils ont essayé de faire hier. Je dis pas que c'est justifié, mais moi je le comprends complètement. Tout le monde, ça fait des années qu'on répète, on veut voir cet affrontement Bardella-Attal. Ils ont joué leur jeu.
Bah, je trouve qu'ils ont gagné hier soir. Sur autre chose, mais pas ça. En plus, sur le fond, ça n'a rien apporté sur l'Europe. Je trouve que c'était un jeu. Enfin, je veux dire, j'allais dire égalité nulle sur le fond. Non, quand même pas. Nul. Je veux dire non, mais bref, ça n'a rien, ça n'a rien apporté. On n'a rien appris. Je pense qu'ils ont été aussi bons, en gros bons entre guillemets l'un que l'autre. On a regardé deux types jeunes qui souriaient, qui avaient tout appris. Enfin, je veux dire, c'était factice. Je pense que c'est pas ça qui va intéresser à l'Europe. Alors, maintenant que ce soit un show, oui. Et que le service public veuille faire des shows, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, on va y revenir dans un instant avec vous. Vous pourrez redire quelques mots, Pascal Bataille. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On va revenir donc sur ce débat Attal-Bardella hier soir. Et puis, je vous rappelle qu'un nouveau mort a été annoncé en Nouvelle-Calédonie. 7e mort tué par un policier. Et également, l'un des otages français enlevé par le Hamas le 7 octobre a été retrouvé, ainsi que 2 autres otages retrouvés morts et vraisemblablement exécutés dès le 7 octobre, selon les informations que l'on a. Donc non, pas dans les bombardements comme me dit un auditeur. Non, il a été exécuté dès le départ. On pourra en reparler, évidemment, parler de la Nouvelle-Calédonie. Pascal Bataille, sur Attal-Bardella, on vous avait pas trop je entendu. Partage assez l'opinion de Virginie, même si j'entends très bien ce que dit Alex et en l'occurrence que on peut reconnaître à France 2 d'avoir voulu faire quelque chose qui soit médiatique et qui soit effectivement peut-être un moyen d'intéresser un petit peu les Français à la question européenne et à ces élections. Néanmoins, il me semble que ça pose un vrai sujet démocratique. Et puis en plus, je pense que c'est pas France 2 qui a pris cette décision de toute façon, que c'est venu du gouvernement. Et de ce point de vue-là, c'est une double erreur de la part de Gabriel Attal et Emmanuel Macron. D'une part parce que effectivement, ça discrédite encore plus, s'il en était besoin, leur candidate, que de devoir mettre le Premier ministre de la France face au chef du Rassemblement national, candidat lui-même à cette élection. Donc c'est l'enterrer encore un peu plus, cette pauvre Valérie Hayek, qui n'en avait pas besoin. Techniquement, elle n'est pas mauvaise, hein. Oui, en plus, mais bon, effectivement, qui manifestement fait pas le poids. Et la deuxième problématique, c'est que de la part de Gabriel Attal, et ce qui me semble beaucoup plus dangereux et cautionné par le président de la République, c'est que ça légitime totalement Jordan Bardella comme le seul interlocuteur valable aujourd'hui par rapport au gouvernement, par rapport à l'État. Et donc ça fait le lit encore un peu plus du rassemblement de l'extrême droite, en discréditant totalement, enfin c'est pas en discréditant, mais en méprisant totalement les autres formations politiques, alors même que ce soit le PS, on le disait, enfin la liste de gauche de Glucksmann ou la liste de Bellamy méritait tout autant, et puis pourquoi pas les autres, bien évidemment, d'être entendus et d'être écoutés sur ces sujets fondamentaux. C'est pas objectif de faire ça. C'est un manque d'objectivité du service public. Mais est-ce qu'on a appris quelque chose sur le gouvernement fond, bien sûr. Vous, Alex, qui avez été le bon élève de la table d'aujourd'hui. Moi, franchement, j'ai pas tenu. Je le dis très clairement, j'ai allumé, j'ai regardé, voilà, je trouve qu'il fallait, et c'est ce que nous disait Christine Bravo avec humour tout à l'heure, il fallait être bac plus 12 pour comprendre un certain nombre de choses. Faut pas exagérer. Moi, je trouve qu'il y avait rien. Alors c'est parce que c'est pas que je suis blonde. On a appris que Jordan Bardella lisait pas les projets de loi avant de les voter, par exemple. Oui, je suis désolé. Exactement. Franchement, c'est quand même. Alors c'est fastoche à dire. C'est lui qui l'a dit. C'est fastoche à dire. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est fastoche à dire, mais il l'a dit. Et c'est lui qui l'a dit. Voilà. Exactement. Il l'a dit, alors que Bardella aurait pu faire la même chose. À propos de la réforme de l'électricité. Complètement. Voilà. Il aurait pu faire la même chose auprès du Premier ministre. Il ne l'a pas fait. Donc, on a appris aussi une chose, c'est que il faut être honnête. Pour la première fois, il y a eu aussi un candidat face au gouvernement et face au Premier ministre qui avait à peu près le même niveau. Parce que Jordan Bardella, oui, pour moi, il perd le débat hier soir sur le fond, sur la forme. Il est bon. Il est meilleur. Il est meilleur pas que Gabriel Attal, mais meilleur que tous les gens dans son camp aujourd'hui. Et il est le seul à pouvoir faire face à des membres du gouvernement et au Premier ministre. Donc Bardella hier, il a quand même marqué des points auprès de son camp et auprès de la droite et de l'extrême droite.
et auprès du leadership même du Rassemblement national. Ce qui est embêtant, c'est que ce qui marche, c'est effectivement, ce qui donne des points, c'est d'être bon à l'oral et d'être un bon débatteur. Je trouve ça terrible, parce que il peut y avoir, si vous êtes très bon Sophie, mais c'est une grande banalité. Non, mais là, aujourd'hui, ça atteint des niveaux. Un homme politique, c'est la base. Ça atteint des niveaux absolument hallucinants. On peut ne rien connaître au sujet. Non, mais hier, Gabriel Attal, il connaissait les sujets. Il connaissait vraiment ces sujets. Et il a eu bien raison d'attaquer les sujets sur le fond. Parce que trop souvent, on les discrédite en disant les héritiers du maréchal Pétain, enfin des choses qui finalement sont totalement inopérantes. L'attaquer sur le fond, c'était très juste et c'était assez bien vu, parce qu'on a bien vu que l'histoire de la double frontière, finalement, ça se résumait à un contrôle aléatoire supplémentaire, ce qui veut, de mon point de vue, rien dire. Ça veut rien dire. Pareil pour la réforme de l'électricité, pareil pour globalement tout. Sortir de l'Europe. Oui, sur le fond, c'est pour ça que je dis le fond est vide. Sur le fond, il a été très très mal à l'aise. Néanmoins, comme le disait Alex, je pense qu'il a marqué des points vis-à-vis de son camp de toute façon. Bien sûr. Et aussi d'un certain nombre des téléspectateurs qui le connaissaient peut-être pas encore assez bien, quoi qu'on ne voit que lui à la télévision. Mais de la part je le redis, de la part du gouvernement, c'est extrêmement vicieux de travailler de cette façon-là, en éliminant de plus en plus les représentants des grands partis historiques au bénéfice du Rassemblement national, comme si c'était le seul interlocuteur. Et finalement, je pense que c'est une façon de faire qui va se retourner contre la démocratie. Jamais. On a déjà eu 2017, on a eu 2022. Jamais l'extrême droite n'a été aussi haute. Ils sont 88 à l'Assemblée nationale, alors qu'on nous a expliqué pendant 30 ans qu'avec le scrutin tel qu'il était, jamais ils pourraient rentrer. Ils sont rentrés en nombre. J'allais dire qu'ils sont beaucoup plus nombreux que la France Insoumise. On l'oublie tout le temps. C'est la première force d'opposition. Il faut le dire. Exactement. Pour moi, le grand gagnant, c'est Ben Ali. Et je crois que grand gagnant, c'est Ben Ali. Jordan Bardella, bien sûr, va arriver en tête et probablement avec une marge extrêmement importante. Aujourd'hui, on parle de 15 points. Mais si d'aventure, la liste de Raphaël Glucksmann arrivait devant celle de Valérie Ayé, voilà à quoi ça a abouti, ce genre de fausseté démocratique. Ça aboutit à ça. C'est-à-dire que ça fausse le jugement des Français. Oui, c'est vrai, mais je maintiens qu'il y en a un qui a réagi avec bon sens, qui est très bon, qui est compétent et qui bosse, c'est Ben Ali. Bellamy, c'est une autre affaire. Oui, absolument. Et je trouve qu'il a parfaitement bien réagi. Il est juste dans ce qu'il dit. Pourtant, je suis pas groupie de son parti. Ce type est en train d'émerger de façon incroyable. Mais il a eu du mal. Il a du mal. Mais peut-être que parce qu'il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé, mais c'est vrai que surtout par son parti. Mais c'est certainement formidable, l'un de ceux qui connaît le mieux l'Europe et qui a beaucoup travaillé et qui a beaucoup travaillé. Hier, quand il parle de happening en parlant de cette rencontre, il a raison. C'est l'un de ceux qui connaît mieux l'Europe, mais excusez-moi quand même, Valérie Ayé, mais c'est vrai. Elle est peut-être pas très bonne à l'oral ou en débat, ce que vous voulez, mais c'est quand même celle qui a fait le plus d'amendements à la Commission européenne, qui est la plus présente, qui maîtrise vraiment les sujets européens. Le problème, c'est que ça suffit pas aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, c'est dommage, mais ça suffit pas du tout. Alors, on va passer à la Nouvelle-Calédonie avec vous, Virginie. C'était votre coup de gueule. On va commencer avec votre coup de gueule sur les déclarations d'Emmanuel Macron. Oui, alors, pardon, mais ça ne porte pas tout à fait sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie. Ça porte sur ce qu'Emmanuel Macron a dit de Marine Le Pen là-bas. Oui, là-bas. Pardon, c'est pas tout à fait ça. Alors, je vais rapidement lire sa phrase. Il dit « Je n'ai pas pour l'habitude de commenter les changements de pied de Madame Le Pen parce qu'ils sont quotidiens et sur les sujets. » Première interrogation. Ah bon, pourquoi le président de la République ne commenterait pas les changements de pied de Madame Le Pen, contre laquelle il a déjà été 2 fois en débat? Ensuite, il dit « Dès que ça devient difficile, c'est un vol des tourneaux. Il vaut mieux ne pas compter sur elle. » Moi, j'ai envie de dire, Emmanuel Macron a combien de changements de pied à son passif depuis 7 ans sur tous les sujets? Donc là, c'est vraiment l'hôpital qui se fiche de la charité. Moi, ça m'a choqué à double titre. Qu'Emmanuel Macron dit « Je n'ai pas pour habitude de commenter », ça me choque parce qu'il a même, j'allais dire, pour devoir de commenter les changements de pied de Madame Le Pen, et qu'il ne se pose même pas la question de savoir si cette phrase peut pas se retourner contre lui. Là aussi, ça me surprend. Oui. Réaction. Peut-être qu'on peut parler du voyage d'Emmanuel Macron, voyage rapide d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. On a appris donc qu'il y avait eu un 7e mort ce matin. Est-ce que sa visite a été de nature à apaiser les choses, Sophie de Menton ?
En tout cas, qu'est-ce que vous en tirez? Il passe sa vie à aller éteindre avec talent les incendies qu'il a allumés. Avec talent. Et avec talent quelquefois. À Beyrouth, ça n'a pas marché. Non, mais enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il aime bien ça, aller éteindre ce qu'il a embrasé. Saint-Martin, ça n'a pas marché non plus. Je crois que est-ce qu'il pouvait se passer d'y aller? Maintenant, je suis même plus au stade. À quoi ça sert? Est-ce qu'il pouvait ne pas y aller? Parce que ça se passait quand même très mal. Est-ce que ça va avoir un petit effet? En tout cas, il a quand même annoncé en gros qu'il allait reculer, ce qui devient une technique gouvernementale. Oui. Reculer sans reculer. On est toujours dans le en même temps, parce qu'on recule, mais on garde quand même la date pour l'instant butoir. Donc, on ne sait pas trop finalement à quoi a servi ce voyage. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'il aurait pu s'économiser et économiser aux Français le coût de ce déplacement. Et l'empreinte carbone aussi d'ailleurs. Oui, c'est ce que me dit Eric Revel qui nous écoute. Macron en Nouvelle-Calédonie, la seule trace qu'il a, c'est le bilan de carbone de son avion. Non, moi je trouve que ça a servi strictement. Mais il fallait qu'il y aille, non? Je sais pas. Enfin, moi je trouve que là les relations sont dramatiques. Je pense qu'il va falloir des années. Et c'est pas dû qu'à Emmanuel Macron et à son gouvernement d'ailleurs. C'est juste un problème qu'on a mis tous les 2 ans ou 3 ans, on le mettait sur la table et puis après on le redécalait pour les 2 ou 3 prochaines années derrière. Et je crois que là par contre on atteint, je le pense vraiment, un point de non-retour. Vous avez des morts, vous avez du racisme. Du racisme qui émerge totalement, racisme anti-blanc, mais racisme de l'autre côté aussi, des populations qui se détestent, et donc je suis très inquiet moi pour ce qui se passe là-bas, très inquiet. Et je vais même vous dire autre chose, c'était normalement un sujet géré par Matignon. Hier, on en parlait, le Premier ministre, il était sur le plateau, il a eu très peu de mots pour la Nouvelle-Calédonie, et Gabriel Attal était sur un plateau de télévision pendant que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, voyageait avec le président de la République pour gérer ce sujet. Alors qu'on sait que depuis 20 ans, c'est effectivement Édouard Philippe, avant lui Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, Michel Rocard qui géraient ces sujets. Bien sûr. Qui géraient ce sujet, parce que c'est un sujet intérieur de première importance. Oui, il y avait le président là. Oui, mais d'accord, mais bon, il aurait dû... Le Premier ministre, vous l'avez pas entendu depuis le début de la crise sur ce sujet-là. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un amateurisme autour de la Nouvelle-Calédonie qui n'est absolument pas géré. Non, il y a surtout la preuve juste une seconde, c'est que Macron décide qu'il n'y a que lui qui peut tout traiter. Que ce soit de la gynécologie pour les femmes, ou tous les sujets, que ce soit la guerre, etc. C'est ça le problème. Le président pense qu'il n'y a que lui. Virginie? Quand Emmanuel Macron, me semble-t-il, dit qu'il donne quelques semaines de plus... Mais de quoi parle-t-on? Réinstaller ou installer un consensus, ça prend énormément de temps en Nouvelle-Calédonie. Il faut palabrer, il faut rassembler tout le monde, il faut écouter les points de vue. Et moi, il me semble vraiment que Emmanuel Macron, qui a pourtant reçu de très nombreux avertissements depuis des mois, quand on entend aujourd'hui tout le monde dire, mais nous, on lui a dit, fais attention, va pas si vite, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Bon, alors vous me direz, les conseillers sont pas les payeurs. En tout cas, il n'a pas pensé le jour d'avant, il ne pense pas le jour d'après, il y va, il pense que ça va marcher. Mais moi, il me semble que de dire c'est pas le Far West et je vous donne quelques semaines de plus, ça ne fait qu'aggraver les choses. Et réinstaller la peur dans un pays entre 2 fractions de la population, parce que c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, il y a une fraction de la population qui a peur d'une autre. Mais ça va pas disparaître comme ça. C'est installé. Et peut-être que, j'allais dire, le bas blesse depuis le 3e référendum qui a été organisé, on s'en souvient, à une période où la Nouvelle-Calédonie ne voulait pas qu'ils soient installés. Et ils y sont allés parce qu'ils ont décidé qu'il fallait que ça soit comme ça. Résultat, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais le problème, c'est qu'il s'est rendu en Nouvelle-Calédonie parce que les élus ne voulaient pas se parler en visio. Exactement. Ils voulaient pas lui parler à lui, ils voulaient pas se parler entre eux en visio. C'est pour ça qu'il a imposé ce voyage. Mais ça règle rien en vérité. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Gabriel Attal aurait été plus utile en Nouvelle-Calédonie que dans ce débat. Mais là, il va se passer quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le problème, c'est qu'on l'évoque pas assez, c'est que, et ça date pas, effectivement, comme vous le disiez, d'Emmanuel Macron, c'est qu'on est en train de laisser filer ce territoire d'outre-mer ô combien essentiel et important pour notre présence internationale, que on sait très bien qui est à l'œuvre, que ce soit la Chine ou d'autres pays là-bas, pour essayer d'alimenter un sentiment anti-français et de faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie, un jour ou l'autre, soit
dans l'état où c'est aujourd'hui, voire pire, et que finalement on ne s'en soucie pas depuis des années de ce sujet. Alors est-ce qu'aujourd'hui il est encore temps de pouvoir apaiser les choses, de pouvoir réconcilier les deux communautés? Ça semble de plus en plus difficile, et en tout cas la méthode employée me semble pas la plus pertinente. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Aujourd'hui, bon courage. Peut-être tout remettre à plat, peut-être prendre le temps, peut-être apaiser les choses, et peut-être pas cette façon un peu, moi je trouve très désinvolte de mais prendre le temps, on peut prendre le temps. question. Vous avez raison, hein, mais on peut prendre le temps. Ça fait 50 ans qu'on prend le temps. On peut faire comme Marine Le Pen qui dit qu'on remet ça dans 40 ans. Ouais. Et puis après, dans 40 ans, on verra ce qui se passe. Je pense qu'à un moment donné aussi, gouverner, c'est prévoir et c'est aussi agir. Et le problème, c'est que personne n'agit sur cette question depuis des années. Exactement. Et prendre le temps, oui, sans doute, mais pas non plus trop, à mon avis. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Beaucoup de sujets dans l'actualité, peut-être parler donc de cet otage qui a été retrouvé mort avec 3 autres otages à Gaza, tué vraisemblablement, assassiné dès le 7 octobre. C'est le franco-mexicain Orion Hernandez Radou. Il était âgé de 32 ans et c'était le petit ami de Shani Louk, cette germano-israélienne dont le corps avait été retrouvé et rapatrié. On peut s'interroger sur la situation des otages. Alex Darmon, on peut se demander s'il en reste vivant. Bah, à mon avis, il en reste, j'espère, en tout cas, du fond du cœur, il en reste des vivants. Est-ce qu'on peut le leur souhaiter? Parce que ce qu'ils ont dû vivre, on a vu une vidéo de ces jeunes femmes à qui des membres du Hamas disaient celles-là, on les viole, elles sont destinées à être violées. T'es belle, tu vas être enceinte. Oui. Tu vas être enceinte dans pas longtemps. Non, mais en tout cas, j'espère vraiment du fond du cœur qu'il en reste des vivantes. Maintenant, ce que ça révèle depuis quelques semaines, depuis quelques jours, puisqu'on retrouve malheureusement beaucoup de corps d'otages depuis quelques jours, c'est qu'à mon avis, tout ça n'était pas du tout coordonné, et que des gens qui se sont retrouvés avec des otages ne savaient pas quoi en faire, et s'en sont débarrassés, et voilà, les ont tués et laissés sur le côté. Donc c'est pour ça qu'on retrouve malheureusement beaucoup de corps d'otages israéliens. Et là, ce matin, dans ces trois corps retrouvés, effectivement, ce franco-mexicain qui a été retrouvé. Donc il reste 2 otages français encore détenus dont on n'a pas de nouvelles. Voilà. Commentaire? Non. C'est catastrophique, j'ai rien à dire. Bon, sujet compliqué. Parlons, mais je trouve que c'est important de le dire, puisqu'on en a assez peu parlé de ces. Enfin, on en parle beaucoup moins qu'avant. Parlons de Gabriel Attal qui veut un projet de loi sur la comparution immédiate des mineurs avant la fin de l'année. Formidable. Hein. Moi, j'ai discuté avec un procureur qui m'a raconté que de plus en plus de procureurs ferment des enquêtes, n'instruisent pas de dossier parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc vous portez plainte, on vous dit non, ça va pas plus loin. C'est une situation absolument catastrophique. Donc les mineurs, évidemment, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait qu'il y ait une punition tout de suite après l'acte. On ne sait pas quelle punition, où, comment, ni où les mettre. Et avec qui, voilà. Donc je sais pas, qui, Sophie? Non, mais c'est encore une fois l'impossible. Je ne sais pas parler, je suis concrète, et je ne sais pas parler, évidemment que ce serait bien. Point. C'est du Yaka Faucon? Oui, qui y croit? Surtout, ce qui est terrible, c'est que plus personne n'y croit. En fait, moi, je suis désarmée, j'arrive pas à commenter parce que j'y crois pas. Bah oui, justice des mineurs. Il y a Gabriel Attal qui a fait un point presse. Je demande à voir quelque chose ce matin. Qui a fait à Valence ce matin. Il entend néanmoins voir précisément comment on écrit cette mesure pour respecter les principes constitutionnels de la justice des mineurs. Bon, déjà tout est dit dans cette phrase. Tout est dit dans cette phrase. Ça serait abaisser la majorité à pénale à 16 ans. C'est ça en fait le fond du dossier. Des travaux d'intérêt, il évoque des travaux d'intérêt général pour les parents, donc vous imaginez déjà comment on va mettre ça en place. Moi j'ai l'impression qu'on prend des petites mesures qui vont ou des annonces, des petits résultats, oui, des annonces de petites mesures qui vont donner des tout petits résultats. Et je suis intriguée sur cette comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans au lieu de 18 ans, si j'ai bien compris. D'ici la fin de l'année, mais qu'est-ce que ça va changer? Ce qu'on demandait plutôt, ou ce que certains spécialistes demandaient, c'était une audience unique, c'est-à-dire une audience près des faits, où à la fois il y a une comparution et à la fois il y a la sanction. Là, ça ne va pas changer. Il y aura la comparution et la sanction sera tout aussi différée. Donc je ne vois pas
Ah ouais, c'est ça. Non, c'est ce que j'ai cru comprendre. D'accord, je crois qu'il y avait la comparution et effectivement la sanction tout de suite. Mais effectivement, si c'est séparé, ça sert à rien. Compris ça. Et la seconde interrogation, j'ai entendu qu'il serait question de les envoyer en stage dans des foyers. Et alors, je rappelle, parce que visiblement, je pense que l'exécutif pense que les foyers sont remplis de gens qui ont commis des délits. Non, les foyers sont remplis d'enfants qui ont été maltraités dans leur famille. Absolument, c'est par là que ça commence aussi. Et donc, quel est l'intérêt de mélanger ces deux populations-là? Pardonnez-moi, ça me semble mauvais pour tout le monde, et je ne vois pas du tout l'intérêt pédagogique de faire ça. Donc moi, je suis un peu les bras ballants, en me disant, une fois de plus, on nous a fait beaucoup de roulements de tambour pour un résultat à la fois minuscule et inapproprié. Ouais, alors il avait annoncé, Gabriel Attal, une série de mesures pour faire face, écoutez bien, à l'addiction à la violence, en appelant à un sursaut d'autorité, et il avait lancé des concertations et promis un point d'étape. Donc je ne sais pas, je lis en même temps parce que c'était ce matin pendant l'émission. Il souhaite que dans certains cas, dans les cas de violence aggravée, quand vous avez plus de 16 ans, quand vous êtes récidiviste, ça fait déjà pas mal de choses, il puisse exister une procédure un peu comme une comparution immédiate. Déjà, le mot procédure, déjà, je suis paralysée par le mot procédure. Et le un peu comme une comparution, j'aime bien le un peu. Le tribunal se prononce à la fois sur la culpabilité et la sanction tout de suite après l'infraction. Pascal Bataille, c'est... Oui, on est dans le flou le plus total. Ce qui est inquiétant, il y avait un journal il y a quelques années qui s'appelait Réponse à tout. On a l'impression que Gabriel Attal, il joue à ça. C'est-à-dire que sur tout sujet, il faut qu'il ait une réponse, quitte à ce qu'elle soit totalement absurde, infondée ou irréaliste. Mais non, de temps en temps, il faut peut-être un peu réfléchir, analyser, prendre le temps, comme le disait Alexandre tout à l'heure sur d'autres sujets. Mais ça sert à quoi de faire cet effet d'annonce dont on se rend bien compte qu'il est obligé de rétropédaler le lendemain matin et de finalement, on sait même pas de quoi il s'agit, comparution immédiate, sanction immédiate. Sanction immédiate, encore faut-il quand même que la justice puisse faire son œuvre. C'est-à-dire, moi je veux bien qu'on fasse passer les mineurs les uns après les autres et qu'on leur dise toi tu vas en foyer, toi tu vas faire des travaux d'intérêt général et toi tu vas en centre de détention pendant 6 mois. Mais il faut peut-être quand même qu'on ait le temps d'entendre un avocat, aussi. Donc, tout ça me semble d'un brouillon et d'une précipitation totale sur des sujets qui sont essentiel, là encore, qui mérite réflexion. Tout ce qu'on a abordé ce matin, c'est terrifiant, parce que c'est la même chose partout. Je veux dire, il y a de quoi être complètement découragé. Il n'y a pas une réponse à porter, parce que réponse à tout, au moins il filait une réponse. Je veux dire, c'est terrible. Moi, je suis très inquiète. Si vous le permettez, parce que je ne sais pas si j'ai été clair tout à l'heure, je reviens d'un mot sur la Nouvelle-Calédonie. Je disais, c'est important, c'est stratégiquement hyper important, la Nouvelle-Calédonie. Oui. Aujourd'hui, la France est le pays qui est le deuxième pays en termes de territoires marins. Oui. Et les territoires marins, on sait que c'est essentiel dans le 21e siècle, soit pour des questions militaires, stratégiques, énergétiques, etc. La Nouvelle-Calédonie représente à elle seule 1,5 million de kilomètres carrés de territoire, alors que l'Hexagone ne représente que 300 000 kilomètres carrés de territoire marin. C'est dire que ça fait 5 fois plus la Nouvelle-Calédonie que l'Hexagone. Et on est en train de laisser ça s'en aller tranquillement vers les Chinois. Vous avez raison. Qu'est-ce qui va se passer ? Juste sur le fond, sur la réforme pénale, moi j'aimerais dire quelque chose parce qu'on critique beaucoup, mais j'aimerais juste apporter mon avis. Voilà, je vais en profiter. Je pense que la comparution immédiate est nécessaire aujourd'hui dans notre pays pour les jeunes. La comparution immédiate est nécessaire. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une connerie et que vous avez 15, 16 ans, 14 ans, votre père, s'il vous engueule, il vous engueule tout de suite. Il attend pas de vous engueuler. Reviens dans 2 mois ou 3 mois et puis je te dirai ce que j'en pense. Je pense qu'il faut qu'il y ait un effet de sanction immédiat, que ça revienne automatiquement. Et je crois qu'on a perdu en fait cette immédiateté, cette autorité. Mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. La question est comment on fait ? La question est rajouter comment du personnel. Le problème, c'est que là, ça va pas arriver parce que vu les budgets qui arrivent, je peux vous dire dans les différents ministères, ça risque pas d'arriver d'avoir du personnel judiciaire supplémentaire dans les années. Compétent, c'est compliqué, c'est pas n'importe qui. Il faut former les gens, et vous avez raison, il faut former les gens. La justice ne peut pas être expéditive sous prétexte d'être immédiate, et là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Pascal. La justice, elle a besoin d'enquêter, elle a besoin d'être à charge et à décharge. Quand vous chopez quelqu'un en train de brûler un truc tout de suite, ou je dis n'importe quoi, il n'y a pas besoin d'enquêter, le gamin il a fait une bêtise, on l'attrape et on le met en centre par exemple, je sais pas. C'est du bon sens. Un peu expéditif comme vous venez de le dire, mais en tout cas je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions, il faut
faut qu'on réfléchisse à une grille de sanctions pour les mineurs. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les 4 et on se retrouve lundi tout de suite. C'est Alexis Poulain qui sera avec vous. Très bon week-end. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.